Bonjour Carlos. Bonjour. Tiens, j'ai envie de t'attendre ça pour commencer. Oui. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Ça te dit quelque chose? Bien sûr. Pour moi. Je te demanderais de prendre le dessus du paquet, un peu plus haut. Oui. Voilà, et de prendre la première carte. Et tu vas m'annoncer la carte. T'as annoncé la carte? Ouais. Ah bah ça je peux pas te le dire. Hein. Bah, tu vas me le retourner. Ah d'accord, ok. Bah, le 8 de pique. Tu peux retourner la suivante? Oui. Le 8 de cœur. La suivante? Le 8 de trèfle. Oui. Et le 8 de carreau. Ah c'est bien, hein, le 8 en numérologie c'est l'équilibre cosmique. Oui. Et puis c'est surtout l'infini, hein, quand on le lit de manière horizontale. Donc infiniment heureux d'être là avec nous, enfin avec toi. Ce qui était très intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéressait en fait. Non, qu'est-ce qui t'intéressait? Je voulais vérifier que tu étais bien belge. Ah, avec le 8. Oui. Oui, tout à fait. Parce que Carlos, tu es magicien belge, c'est ça? Alors, oui et non, c'est-à-dire je suis espagnol d'origine et de nationalité. J'ai vécu la plus grande majorité de ma vie, ou la plus grande partie de ma vie en Belgique. Et forcément, bah oui, alors il y a ça, il y a les Jean-Louis, hein, au lieu de Jean-Louis. Mais voilà, de nationalité, de cœur, d'âme espagnole et belge d'adoption, mais surtout passager sur cette terre, on va dire. Alors tout au début, j'avais mis créateur d'illusions. Ça c'était ma première carte de visite. Mais c'est vrai que je suis plutôt un passionné de plein de choses. Je ne suis pas comme Juan Tamariz, qui est un génie de la magie, qui rêve de la magie, qui parle de magie, qui est 24 heures sur 24 avec ça. Non, moi je m'intéresse à l'esprit humain, je m'intéresse aux mots, je m'intéresse au pouvoir de l'esprit réellement, je m'intéresse aux arts martiaux, je m'intéresse... Enfin voilà, c'est ça, je suis vraiment une sorte de touche-à-tout artistique en tentant de m'enrichir ou d'enrichir mon art principal, qui est l'illusion bien sûr, et le mentalisme, hein, avec mes différentes connaissances. Par exemple, je fais du mime à un moment donné, mais le mime en fait, c'est simplement pour créer une réalité différente et pour faire apparaître des choses. Donc il y a toujours une correspondance en fait avec l'illusion dans tout ce que je fais. Alors oui, j'ai commencé par le physique, hein, on va dire, et puis je tente aujourd'hui d'équilibrer le corps et l'esprit. Mais c'est vrai que ma première passion avant l'illusion, ça a été les arts martiaux. J'étais et je suis toujours karatéka, j'ai fait de la compétition, j'avais un assez bon niveau, on va dire. Et aujourd'hui, mon cœur bat entre effectivement un art externe comme le karaté Shitoryu, et puis quelque chose d'un peu plus violent qui s'appelle le Mastro Defense System, créé par Fred Mastro. Fred Mastro, c'est un type qui est formateur au GIGN, au RAID, qui a été garde du corps, enfin qui est garde du corps, etc. Et ce qu'il enseigne, c'est vraiment la réalité. Et puis tous les jours, moi, personnellement, chez moi, je travaille l'énergie interne, plutôt un peu une sorte de tai chi déguisé en karaté transformé. Je devais avoir 5 ans, 6 ans, et mon oncle, qui était un ébéniste, il avait un biceps incroyable, et le tour qu'il m'a montré, c'est ça. Et moi, j'ai vu ça, et pour moi, c'était de la magie. Et le deuxième souvenir que j'ai, de nouveau très très jeune, 6 ans peut-être, mon cousin était projectionniste dans un vieux cinéma de quartier. Et moi j'allais au cinéma gratuitement et on me mettait toujours en fait sous sa petite ouverture, tu vois. Et à la fin du film, j'avais une pluie de bonbons qui apparaissait. Mais moi, pour moi, je ne savais pas d'où elle apparaissait. Je ne savais pas que c'était lui qui me lançait les bonbons. Et ça, ce sont vraiment les deux ouais, souvenirs magiques qui me disent, tiens, ça a été peut-être des signes du destin pour enclencher en fait ma vie professionnelle dans cette direction-là. En fait, j'ai commencé très tard. J'avais 17 ans et demi, 18 ans à peu près. J'ai rencontré en fait un magicien
qui s'appelle Christian Schellman, qui est un magicien de talent, mais avec un ego très fort. Et Christian m'a introduit dans un milieu qui s'appelait le Greenwich. J'en parle d'ailleurs dans mon roman, L'empreinte de l'invisible. Et là, j'ai rencontré des magiciens incroyables. Et ça a été un hobby. Et du hobby, c'est devenu une passion. Et de cette passion, ça s'est transformé en profession. En fait, à 21 ans, j'étais le premier professionnel à vivre de la magie de proximité en Belgique. Il n'y avait personne avant moi. Aujourd'hui, il y a plein de portes qui se sont ouvertes et il y a plein d'autres magiciens qui font ça. Mais donc voilà. Donc est-ce que... Ah oui, une chose importante, le frère de ma mère, le Gran Oscar, était un célèbre pickpocket et magicien en Espagne. Mais voilà, je l'ai rencontré bien plus tard, donc c'est pas lui qui m'a guidé ou initié. Je peux pas en dire plus, hein. Je pense que c'est vrai. Est-ce que c'est prédestiné? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que oui, une rencontre n'est jamais éphémère? Oui, une rencontre signifie toujours quelque chose. Donc je suis pour les rencontres et je suis surtout pour les paris. Je me lance toujours dans des aventures incroyables. Par exemple, là, à Avignon, j'ai joué pendant un mois dans une pièce de théâtre où j'avais le premier rôle, qui s'appelait Jonas, qui était en fait une nouvelle adaptée d'Albert Camus. C'est une première mondiale francophone. Bah, j'ai été. Et bon, j'ai été comédien aussi, mais là, c'était un vrai premier rôle. Et c'était pas facile, parce que c'est un texte très complexe. Donc voilà. Donc même si je me casse la figure, je pense que j'apprends toujours quelque chose. Alors, Christian à l'époque ne faisait pas encore la bizarre magic, etc. Il n'a jamais été mon professeur, hein. Il a été celui qui m'a ouvert les portes, celui qui m'a conseillé à acheter tel ou tel livre, mais j'ai jamais eu de cours avec Christian. En revanche, Christian est quelqu'un qui a une énorme connaissance et qui a beaucoup d'intelligence dans ce qu'il fait. Et quand je l'ai rencontré, c'est vrai que j'ai eu mon esprit qui a explosé. Et c'était pas pour faire ce qu'il faisait lui, c'était pour rentrer dans ce merveilleux univers qu'est l'illusion, parce que l'illusion c'est un passeport pour l'amitié. On peut aller dans n'importe quel pays du monde, même si on ne parle pas la langue, on montre quelque chose et il se passe quelque chose dans les yeux des spectateurs. Ben, écoute, moi je crois, je parle de croyance, hein, que je suis venu sur cette terre pour apprendre des choses et pour les communiquer, pour les transmettre, pour faire du bien autour de moi. Donc pour moi un spectacle, par exemple, imaginaire que je joue ici au théâtre du Gymnase, ben, c'est pas simplement du divertissement. Je sème des petites graines de philosophie, on va appeler ça comme ça, dans l'esprit de mes spectateurs. Donc je parle de l'amitié, de la mort, de l'esclavagisme, de l'artiste par rapport à son art qui perd son amour pour continuer sa passion. Donc c'est pas simplement qu'amuser les gens, non, j'ai la prétention de croire ou de vouloir mettre quelque chose de plus important dans l'esprit des gens. Donc oui, je crois que je suis ici pour faire du bien autour de moi, que ce soit par mes formations, par mes livres, par mes spectacles, par mes rencontres. Et je crois que le vrai pouvoir de l'illusionniste, c'est pas simplement de divertir. En fait, les nouveaux prophètes, c'est qui? Ce sont les artistes. Avant, il y avait des prophètes qui transmettaient des paraboles. Aujourd'hui, nous, grâce à des chansons, grâce à un roman, grâce à un film, grâce à un spectacle, eh ben, on est les nouveaux prophètes. Et les gens peuvent, le temps d'un spectacle, le temps d'un livre, le temps d'une musique, oublier leurs soucis de la vie quotidienne. Et on crée une petite parenthèse d'oubli qui est très très belle. Et tant mieux si on parvient à transformer les gens. Bah, si tu veux, moi j'ai surtout basé le travail sur l'imagination. Alors l'imagination, pourquoi? Parce que dans le mot imagination, il y a le mot image, et dans le mot image se cache le mot magie. Ah oui, 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 oui. Oui, et je crois que ça perturbe un peu au départ les spectateurs, parce qu'ils pensent voir un spectacle de magie. Il n'y a pas que ça, il y a le pouvoir des mots qui sont bien présents, il y a les jeux de mots, il y a les mots d'humour, il y a les mots
il y a les mots qui se transforment en vérité, il y a l'illusion qui transforme la réalité. Donc c'est ça. Moi, ce qui me dérangeait dans les spectacles actuels de magie, c'était des effets mis les uns à la suite des autres, sans pour cela vraiment avoir un fil conducteur. Moi, j'ai voulu écrire quelque chose qui soit plus scénarisé, avec une vraie dramaturgie, avec différents personnages. Parce qu'à un moment donné, je joue le diable, à un moment donné, je fais une parodie d'Elvis, à un moment donné, je me joue, moi, dans 20-30 ans, où je suis déjà un vieil artiste, ou un vieil artisan. Et donc, j'ai toujours voulu me faire plaisir, en fait, avant de faire plaisir aux autres. C'est un peu comme l'amour. Comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même? Donc je m'aime moi-même, enfin j'aime ce que je fais, je l'écris pour moi, et ensuite je tente de le transmettre le mieux que je peux aux autres. En sachant qu'il y a différentes lectures dans un spectacle. Il y a ceux qui vont comprendre un peu le côté ésotérique, comme quand la carte amoureuse me parle. Hein, tu l'as vu le spectacle, donc tu sais de quoi je parle. Les autres vont venir voir le spectacle. Et à partir de ce moment-là, en fait, ben, c'est comme par rapport à tes connaissances, tu as différents niveaux de lecture. Et certains vont simplement s'amuser avec l'illusion, d'autres vont s'amuser avec ce qu'il y a derrière les mots, d'autres vont comprendre des choses que tout le monde ne peut pas comprendre. Et c'est ça que j'aime dans un spectacle, c'est qu'il y a différentes lectures. Et même quand je prends des effets qui sont des effets classiques, comme la corde coupée en deux, c'est un effet classique, mais ma mise en scène et mes mots sont différents. Les anneaux chinois, c'est un effet classique, mais la manière dont je l'amène, c'est différent. Donc voilà, c'est faire revivre une magie, ou en tout cas un spectacle qui est à contre-courant, j'ai la sensation, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit les seuls en scène, c'est souvent agressif, vulgaire. Moi, c'est tout le contraire. Je veux du bien-être. Je veux qu'un spectateur qui monte sur scène avec moi, ben, c'est mon invité, donc je vais au contraire m'en occuper comme si c'était quelqu'un de très précieux et pas comme si c'était un faire-valoir. Donc je suis vraiment à contresens, mais ça j'aime bien. J'aime bien de ne pas faire totalement comme les autres. Ah ben oui, ben, bien sûr. Le bonheur, il est dans le précieux présent. Quand on parle du passé, ben, le passé c'est quoi? C'est de l'histoire, on ne peut pas revenir. Le futur, c'est un grand mystère. Et le présent, comme le nom l'indique, c'est un cadeau. Et je pense que la plupart d'entre nous, quand on est sans œillères. Et puis plus le temps passe, plus nos œillères se referment. Et finalement, on ne voit que ce qu'il y a devant nous. Mais à côté, c'est là où il y a les plus belles choses. Et je crois que les maîtres de l'ombre, je les appelle comme ça, bah, ça peut être un SDF dans la rue qu'on va croiser. Tout à l'heure, j'en ai croisé un qui avait l'air assez désespéré. Et il m'a regardé et il m'a fait un sourire, mais qui m'a illuminé la journée, quoi. C'était touchant, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, oui, j'aime ces moments-là, ces moments simples. Et je pense que ce qu'il faut apprendre surtout, c'est être heureux avec ce qu'on a et de ne pas être malheureux avec ce qu'on n'a pas. Bah, la démarche, c'est une rencontre. Donc mon producteur Mishka, qui est un monsieur assez incroyable, hein, qui a un multiple talent et qui a un carnet d'adresses incroyable. Un exemple, dimanche, toi tu étais là, il y avait Jean-Jacques Benex qui était là, qui n'est pas n'importe qui. Bref, j'ai entre guillemets des célébrités qui viennent me voir et c'est extraordinaire. Alors, au-delà de ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que j'estime que dans chacune des rencontres qu'on fait, il y a une explication qu'on ne comprend pas toujours dans le présent. Quand Mishka m'a dit, écoute, moi j'ai envie que les Français te connaissent parce que personne ne te connaît ici. En Belgique, tu remplis des salles, des grandes salles. Ici, on va commencer par le théâtre du gymnase qui est très bien, mais c'est le studio Maribel, donc c'est 80 à 110 personnes si vraiment on bourre. Donc oui, c'est ça, c'est bien pour l'humilité, c'est bien pour se dire, tiens, écoute, je tente l'expérience avec lui pendant jusqu'au 27 décembre, logiquement, et après on verra bien. Ça a fonctionné, tant mieux. Ça n'a pas fonctionné, j'apprends. J'apprends et puis ça remet les pendules à l'heure. Parce que justement, quand on arrive sur une scène avec un public qui est déjà conquis, c'est facile. Ici, le public n'est pas conquis.
J'ai même des gens qui me disent « Ah écoutez, je suis venu avec les pieds lourds, moi les spectacles de magie c'est pas mon truc, mais j'ai adoré votre spectacle. » C'est un beau compliment. Donc ça veut dire aussi que la magie malheureusement parfois a une image un peu démodée ou peut-être trop moderne. Moi je suis peut-être entre les deux, je ne sais pas. Ben voilà, c'est juste par pari, on va dire. Quand j'ai fait de la télévision en Belgique, je ne mélangeais pas l'illusion et la présentation. Donc si tu veux, j'ai fait, dans l'histoire de la télévision belge, j'étais le premier à avoir mon prénom dans un titre d'émission. Ça s'appelait La Bande à Carlos. Puis j'ai fait Carlos et les autres. Et puis j'ai eu un prime time qui a duré 7 saisons et qui a été le précurseur de Star Academy, par exemple. Quand j'ai rencontré Nikos, moi j'avais jamais vu, il m'avait jamais vu, il m'a dit « Ah, Carlos Vaquera ». Je dis « Ah, lui il a regardé mon émission ». Et donc, oui, j'étais assez populaire et quand j'ai commencé mon premier seul en scène, les gens venaient voir l'animateur de télé, pas le magicien, parce qu'ils ne savaient pas. Donc j'ai rempli les salles grâce à la popularité que j'avais, grâce à la télévision. Aujourd'hui, bah, ça s'est renversé. Aujourd'hui, les gens parlent du magicien ou du mentaliste. Ils ne parlent plus de l'animateur de télé. Donc voilà, je suis content. Voilà, j'ai été, si mes souvenirs sont bons, 12 fois invité par Patrick Sébastien. Donc c'est un grand privilège. Oui, c'est extraordinaire d'être dans cette émission-là avec autant de talents, avec autant de vedettes qui sont à table. Donc oui, c'est vrai, il y a certaines personnes qui se souviennent de moi, mais je pense que il y a tellement d'artistes de talent qui passent dans cette émission, à part bien sûr Dany Larry qui est récurrent, Bernard Billis qui est récurrent, que les autres, finalement, on les oublie. Et je pense que ben, c'est un peu mon cas. Je ne pense pas que j'ai laissé une trace indélébile dans l'esprit des téléspectateurs. C'est vrai que certains s'en souviennent, mais c'est une minorité, je pense. Moi, je me souviens de son battle avec Dany, ah, ouais. qui était très drôle. Ça jouait sur les... On a pris beaucoup de plaisir à monter ça, c'est une idée de Patrick Sébastien à la base, où on faisait Dany et moi, ben, moi avec ma magie, on va dire, intimiste, et lui avec ses assistantes, etc. Et finalement, on a monté ça très très rapidement, on a fait beaucoup d'impro d'ailleurs, et ça s'est très très bien passé. Et c'est assez rare parce que je crois qu'on a fait plus de 6 minutes, alors qu'habituellement chez Sébastien, il faut faire 2 minutes 30, 3 minutes, 4 minutes maximum. Je pense que c'est une arme à double tranchant. On prend l'exemple de Juan Tamariz, on peut pas dire que c'est un bellâtre. Et pourtant, quelle puissance! Et pourtant, c'est un gars qui remplit à lui tout seul la scène de l'Olympia, sans aucun accessoire à la limite. Moi, je n'ai pas choisi, hein, c'est-à-dire merci papa, merci maman. Je te raconte une anecdote. Un jour, je suis en Hollande, à Amsterdam, et je suis dans un bateau où il y a des sosies. Il y a les sosies de Pamela Anderson, Arnold Schwarzenegger, Michael Jackson et moi. Moi je ne suis pas un sosie, voilà, je suis là. Et comme il y a des Français, il y a des Anglais et des Hollandais et des Belges, je vais à une table et il y a 6 femmes, enfin 6 demoiselles. Et je parle en anglais, je dis « I'm sorry to disturb you ». Et une des filles dit oh, « Regarde, il ressemble à Carlos Vaquera ». Moi j'entends ça et je dis « Oui, mais je suis beaucoup plus sympathique ». Et elle dit « Et lui, qu'est-ce qu'il est con ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image que tu transmets par rapport à la télévision où tu es bien habillé, bien maquillé, bien peigné, où tu as un texte qui est écrit, etc. fait que bah, tu déformes aussi la réalité. Moi je ne me pose plus trop la question en fait de la belle gueule ou pas de la belle gueule. Je sais que Sébastien disait toujours c'est notre George Clooney à nous. Bon voilà, c'est lui qui a décidé d'aller dans cette voie-là. Certaines personnes me disent que je ressemble, moi je trouve pas que je lui ressemble, mais bon c'est comme ça. Je pense que c'est tellement déjà difficile d'être soi-même. Pourquoi être quelqu'un d'autre que soi-même? Donc ça fait plus de 50 ans que je suis sur cette terre, à tenter d'être le plus proche de moi-même et sans me poser trop de questions. Tant mieux si je plais, mais au-delà du physique, ce qui est important c'est ce qui est à l'intérieur de toi.
Hein, moi j'ai rencontré des femmes dont je suis tombé amoureux, qui n'étaient pas des bombes, mais qui avaient une beauté intérieure. Je me souviens par exemple, à Monaco, j'ai fait de la magie à Sammy Davis Jr. et à Liza Minnelli. On ne peut pas dire que Liza Minnelli soit la plus belle femme du monde, mais je te promets, quand tu l'as à 50 cm de toi, que tu lui parles, elle est rayonnante, elle est belle. C'est le charisme. Et il n'y a pas d'explication au charisme. Il n'y a pas d'explication. Je veux dire, il y a des gens, par exemple, j'ai été très surpris. J'ai fait aussi des défilés en tant que mannequin où je faisais de la magie sur les podiums. Et il y avait une fille qui n'était pas très belle. Mais une fois qu'elle était sur scène, tu ne voyais qu'elle. Et puis tu avais des filles qui étaient magnifiques et sur scène, c'est comme si finalement le charisme évoluait, se transformait. C'est un mystère, le charisme. Depuis qu'on parle, je te vois jouer avec... Ah oui, bah oui, parce que j'aime les cartes à jouer. Hein, oui, tu aimes les cartes à jouer, effectivement. Mais dans ton spectacle, tu dis que tu préfères la deuxième partie de ton spectacle, la partie mentaliste. Oui, parce que c'est celle qui, à mon sens, c'est celle qui se rapproche le plus de la véritable magie. C'est celle qui... quelqu'un qui si je fais ça face caméra, par exemple, on va dire c'est un bon manipulateur. Si tout d'un coup tu penses à une carte et que j'en trouve la carte à laquelle tu penses, là on n'a plus d'explication. On ne peut pas dire c'est un bon manipulateur puisque je n'ai pas manipulé les cartes. Et je pense que c'est ça qui rend le mentalisme si fort, c'est qu'on peut aller dans l'intimité de la personne, on peut découvrir des pensées secrètes. Dans mon spectacle, par exemple, je découvre le prénom du premier amoureux ou amoureuse, ou la première amoureuse d'une personne choisie au hasard. Je vais aller loin dans certaines choses privées. Et là, effectivement, on a l'impression que je suis un vrai être de pouvoir, on va dire ça comme ça. De la grande illusion, non. En fait, la grande illusion, pour moi, aujourd'hui, dans la majorité des cas, c'est un casse-tête. Tu as une très jolie fille qui rentre sur scène, on la met dans une boîte, elle sourit, on la coupe en 6, elle sourit, on la remet en un morceau, elle sourit. Il n'y a pas d'histoire. Et Danny, par exemple, Danny Larry, puisqu'on parlait de lui, quand même, il a une scénographie, il a une dramaturgie dans ce qu'il fait. Pour moi, c'est comme ça qu'on doit voir la grande illusion. Pourquoi est-ce que la fille rentre dans la boîte? Pourquoi est-ce qu'on la découpe? Pourquoi est-ce qu'elle ressort? Sinon, ça devient quoi? Ça devient un casse-tête. Donc non, j'ai jamais été attiré par la grande illusion. J'aime... ce que moi je cherche, c'est... En anglais, on dit pack small, play big. Moi, j'ai une valise, je peux faire 1h30 de spectacle dans n'importe quelle scène. J'ai fait des scènes de 1000 personnes, de 800 personnes. Là où je me sens mieux, c'est 350, 400 personnes. Et c'est ça, oui, c'est vraiment celle que j'aime, c'est-à-dire pas d'accessoires. Mon prochain spectacle sur lequel je suis en train de travailler, qui est un autre spectacle de mentalisme, autre que l'apprentissage, ce sera un spectacle où il n'y aura rien sur scène. Et j'aurai aucun accessoire. Et tous les effets que je vais faire avec ce que les spectateurs auront dans leur poche. Donc voilà. Oui, sauf que c'est pas une vraie improvisation, parce qu'il y aura vraiment une scénarisation, et puis il y aura l'importance des mots, bien sûr. Mais il y aura, oui, une partie d'improvisation et de construction avec les spectateurs. Et comme chaque fois les spectateurs sont différents, et chaque fois, bien sûr, c'est une autre manière de réagir. Encore une fois, c'est faire du bien autour de moi. J'ai écrit un livre assez philosophique qui s'appelle Inspiration. Inspiration, c'est un livre en fait très simple qu'on lit en 2 heures. On en est à la 7e réédition. Donc en Belgique ça fonctionne bien, mais il n'est pas distribué en France. J'ai une amie par exemple, elle se pose une question, elle ouvre le livre à n'importe quelle page, elle trouve sa réponse. Un peu comme le Yiking. Un jour sur Facebook, je vois un type qui dit Carlos Vaquera, il a sauvé ma vie. Je vais voir son profil. Et je vois que c'est un mec, à l'époque, je me souviens de lui, 26-28 ans, qui était en fait un balayeur de rue. Et j'ai dû lui parler à un moment donné. Et j'ai dû trouver les bons mots. Et je pense que, grâce à ça, peut-être qu'il ne s'est pas suicidé.
Alors c'est ma déduction, hein, parce que quand on écrit Carlos Vecchia, il m'a sauvé la vie, c'est ce que j'en déduis. Les mots sont puissants. Il y a des mots qu'il faut éviter, par exemple. Hein. Tout à l'heure, je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Le verbe croire. Le verbe croire, quand on ne parle pas de religion, c'est fragiliser sa foi. Si je dis « je crois que tu as raison », non, tu as raison ou tu as tort. Le verbe essayer que tu as utilisé tout à l'heure. Essayer, c'est s'injecter le virus de l'échec. Voilà. Un gagnant ne va pas dire « je vais essayer de gagner ». Les gens qui disent oui, sans doute. Sans doute, ça voudrait dire sans aucun doute, alors que ça veut dire peut-être. Le pronom indéfini on. Bon, on se téléphone, on se fait une bouffe. Jamais on va se téléphoner. C'est la troisième personne du singulier, alors que le nous, c'est la première personne du pluriel ou le je. Donc les mots sont importants et les mots sont des inducteurs de choses très positives ou des choses très négatives. On a des mots qu'on porte en nous et qui nous ont abîmés. On a des mots qui sont en nous et qui nous ont illuminés. Les mots sont tellement puissants que je suis convaincu, c'est le sujet de mon prochain livre, c'est que je suis convaincu que si on utilise les bons mots, non seulement on peut faire du bien aux autres, mais se faire du bien à nous. Je vais terminer avec un exemple. Une des premières peurs de l'être humain, c'est parler en public, avant la mort. Quelqu'un qui va parler en public, qui dit bon, je n'ai pas le trac, je n'ai pas le trac, je n'ai pas le trac, va avoir le trac. Parce que l'esprit n'accepte pas la négation. C'est un peu comme si je te disais ne pense pas au valet de pique. Ben voilà, c'est pareil. Donc encore une fois, un enfant qui est sur une chaise, un enfant de 3-4 ans qui est sur une chaise, si tu dis attention tu vas tomber, tu en fait induis dans son esprit la chute. En revanche, si tu dis garde ton équilibre, là ça va fonctionner. Il n'y aura pas de chute, il va rester où il est, immobile, soit immobile, etc. Donc encore une fois, je fais très attention aux mots, bien sûr, que quand je communique, mais je fais encore plus attention quand j'écris, parce que l'écriture, pour moi, a une maturité plus importante que simplement le langage verbal. Et souviens-toi, dans la communication verbale, les mots, c'est 27% de la communication, donc le langage non verbal est encore plus important. Et là, je donne des formations aussi en entreprise là-dessus, d'ailleurs. Alors, je vais t'avouer que je ne fréquente pas les magiciens. C'est-à-dire, je ne suis pas dans un club de magie, je fréquente très peu les magiciens. J'ai quelques amis magiciens, mais je suis plutôt un loup solitaire. C'est-à-dire, bizarrement, c'est un paradoxe. Je suis très social, mais très solitaire en même temps. Un exemple, et je vais reprendre un poète surréaliste belge que personne ne connaît, mais moi je suis tombé en amour pour lui. J'ai joué dans une de ses pièces quand j'avais 21 ans. Oui, parce que tu es aussi comédien. Voilà, je suis voilà, touche à tout, hein, donc comédien aussi. Improvisateur, j'ai fait partie de l'équipe nationale belge, j'ai fait les championnats du monde contre Jamel Debbouze à Montréal. Il disait, il y aura une chambre pour toi, une chambre pour moi et une chambre pour nous, afin de ne pas trop vite nous lasser. Et moi, je suis maintenant, ça fait 8 ans que je suis avec mon amoureuse, elle ne vit pas avec moi. Moi, j'ai ma maison, elle a son appartement. Et je crois que c'est ça le secret du bonheur, c'est de ne pas pourrir l'amour avec le quotidien, avec les habitudes. Et là, on n'a pas le temps de s'habituer. J'ai des gens que j'adore. Bon, ma première révélation, ça a été mon maître, Arturo de Ascanio. Hein. Ensuite, j'ai un deuxième papa spirituel qui s'appelle The Great Thompson, Johnny Thompson, à Las Vegas, qui est une des dernières légendes vivantes de la magie. J'ai passé 10 jours avec lui à Las Vegas au mois de mars. Guy Hollingworth, qui est un Anglais, qui est un avocat que j'adore. En mentalisme, pour moi, un des meilleurs en télé, c'est Darren Brown. Le meilleur incontestablement sur scène, c'est un ami, Max Maven. J'ai plein, Bebel ici à Paris est formidable. Daniel Rod, qui est quelqu'un que j'aime énormément. Jean-Jacques Sanvert, qui est spécialiste de tricherie. Olivier Cave à Saint-Étienne, qui est une encyclopédie au niveau de la tricherie. Mon frère de sang, Jean-Pierre Valarino, bien sûr. En fait, il y en a plein. Gaëtan Bloom, un des plus grands créatifs au monde. Il y a plein de gens que je respecte et que j'admire et que j'aime. Mais comme je ne fais pas vraiment les congrès de magie, comme je ne... Alors de temps en temps, je vais voir une conférence, mais souvent, je vais voir la conférence du côté flamand.
Pourquoi? Parce qu'en Flandre, personne ne me connaît. Mais quand je suis du côté francophone, ben forcément, à cause de la télévision belge, et donc voilà, j'aime bien en fait être un œil extérieur, mais tranquille. Et aussi, ah oui, il y a quelqu'un d'assez extraordinaire, il était à Bruxelles, il s'appelle Meven, M-E-V-E-N. C'est un jeune magicien, retenez bien ce nom parce qu'il est assez exceptionnel, il va aller très loin. Oui, il y a des magiciens belges de talent. Il y a par exemple Marc Decou, qui est vraiment très talentueux. Il y a quelqu'un qui est excellent et qui a une encyclopédie qui s'appelle Bob Allan. Et puis à Liège, il y a deux jeunes magiciens assez remarquables. L'un s'appelle Clément Christen. Enfin, j'ai oublié les noms maintenant parce que voilà, avec la fatigue. Mais non, il y a des magiciens vraiment de talent dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, mais c'est pas parce qu'ils sont pas populaires qu'ils sont pas bons. Parfois, popularité ne veut pas dire efficacité. Hein. C'est bizarre parce que c'est un type assez exceptionnel. Par contre, dans le monde de la magie, dans le milieu de la magie, il est très connu, il a un nom. Je ne sais pas expliquer, je ne peux pas donner d'explication rationnelle pourquoi il n'est pas populaire, pourquoi, parce qu'il avait fait des émissions sur Canal+, etc. Je ne sais pas. Ah, c'est comme Éric Antoine. Éric Antoine est très populaire, hein, le plus grand magicien de France. Bah, c'est quelqu'un qui est une sacrée personnalité. Je veux dire, voilà, des gens comme Éric Antoine font du bien à la magie. Des gens comme à l'époque Dominique Webb popularisaient, Gilles Arthur a fait beaucoup de bien à la magie. Voilà, Dany Larry, Bernard Billis, tous ces gens-là qui ont utilisé le média de la télévision ont engendré des centaines et des milliers de vocations chez les autres. Donc je trouve formidable qu'on laisse une place à l'illusionnisme en télévision, mais malheureusement en télévision je pense que la magie a une mauvaise image. Elle a plus une image de remplissage que de vraie valorisation. Moi, encore une fois, je ne suis pas à la recherche de la popularité ni de la richesse. Maintenant, si la popularité et la richesse arrivent, je ne vais pas dire non. Mais moi, c'est les défis. Jean-Jacques Benex était là dimanche et il m'a dit t'as pensé à faire du cinéma? J'ai dit non, jusqu'à présent jamais. Mais voilà par exemple une expérience qui me tenterait, même si je sais que la scène, c'est-à-dire être sur scène en tant que comédien, pour moi est certainement plus intense parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. C'est comme du direct en télévision, on n'a pas droit à l'erreur. Au cinéma, on peut recommencer 25 fois la prise. Mais bon, c'est une expérience que j'aimerais bien un jour tenter, oui. C'est une question difficile. Je viens de publier un livre qui s'appelle Le Passeur d'illusions, qui est un coffret DVD. Dans le DVD, je démontre 38 de mes mélodies. Et j'ai 8 articles théoriques, philosophiques qui sont, à mon sens, très importants. Donc oui, ce sont mes créations. Mais j'ai un jour créé une technique. Et puis j'étais à 1300 km de chez moi et j'ai vu un copain à moi espagnol faire la même technique. J'ai dit, mais attends, regarde-moi. Et il a dit, mais... Et donc ça veut dire qu'on avait créé la même chose, peut-être au même moment, mais à des milliers de kilomètres de différence. Donc dire, voilà, je suis le seul à avoir créé ça, c'est un peu prétentieux. Donc je crois plus à ce qu'on appelle à la... C'est comme une mélodie, c'est pour ça que j'appelle ça des mélodies, parce que je n'ai pas inventé les notes de musique. Par contre, j'ai composé une nouvelle mélodie avec des notes de musique existantes. Je n'ai pas inventé des nouvelles techniques, même si j'ai des techniques un peu personnelles, mais avec une vieille inspiration, eh ben, j'en fais quelque chose de nouveau. Donc parfois je puise une idée là, et bien sûr, eh bien, j'en fais quelque chose de nouveau. Dans mon livre, par exemple, j'ai une routine de Bebel, enfin ma source d'inspiration c'est Bebel, ben, je le cite bien sûr. Dans mon spectacle, quand je parle d'une expérience que je fais
ma première expérience de mentalisme, je dis que ça vient de Max Neven. Je parle des 11 cartes d'Édouard Victor, donc je tente toujours de citer mes sources parce que je trouve que c'est très important. Bah, le seul souhait que je pourrais m'auto-souhaiter, ce serait que le bouche à oreille fonctionne. Parce qu'en fait, je n'ai pas de promo. Hein. Il n'y a pas d'affichage, il n'y a rien. Il n'y a que le bouche à oreille. Le jour de ma première, j'avais à peu près 28 à 30 personnes. J'étais déjà étonné, je me dis waouh, c'est comme si une petite salle, ça a l'air plus ou moins d'être rempli. Oui, c'est le bouche à oreille, je pense que c'est la plus belle des publicités. Et que les gens viennent soit parce qu'ils en ont entendu parler ou par curiosité, mais pour découvrir un spectacle, un seul en scène magique, mais qui est différent, quoi, différent des autres. Et puis d'apporter un peu de bonheur autour de moi, hein, parce que si moi je suis heureux sur scène, ben j'espère que les spectateurs sont heureux sur leur place payante, entre guillemets. Mais voilà, j'ai jamais eu de trajectoire professionnelle ni de carrière. Je me laisse porter par les vents, par les rencontres. J'y crois vraiment aux rencontres. Un exemple, j'ai créé avec un ami à moi qui s'appelle Marc Sorin le Festival international de magie de Carcassonne. On a été pendant 10 ans là-bas. On remplissait la salle, c'est une salle quand même de 1250 spectateurs. On a fait venir les plus grands, Luis de Matos, de Guy Thompson et David Williamson, enfin tous les grands. Otto Wesley est venu plusieurs fois, Xavier Mortimer, etc. C'était magnifique, parce qu'on faisait du bien encore une fois. Et un jour, je sors du théâtre, et il y a une voiture qui s'arrête, une femme avec un enfant qui devait avoir 13 ans. Et la femme me dit « Ah, merci, hein, merci, vous nous faites du bien. Vous savez que ma fille, elle est là depuis qu'elle a 3 ans. Ça veut dire que de 3 ans à 13 ans, elle nous a suivis chaque année. » Ah, c'est merveilleux, je veux dire. Donc c'est ça, c'est offrir en fait une réalité différente et permettre aux gens d'oublier la folie du monde. Parce qu'il y a une vraie folie du monde et les spectacles nous permettent de les oublier. J'étais en fait parrain d'une association qui s'appelle Jour après Jour, où je m'occupais d'enfants qui souffraient de leucémie. Ça c'était terrible parce que je voyais des enfants avec des étoiles dans les yeux, et 2 semaines après, ils n'étaient plus là. Donc chaque fois je faisais des spectacles. J'ai fait plusieurs spectacles pour Magie à l'hôpital, où on a récolté, avec 2 de mes spectacles, on a récolté 10 000 €, donc ça c'était très bien aussi. Donc oui, bien sûr, mais d'ailleurs l'empreinte de l'invisible, mon roman, parle de cette expérience-là, de la maladie et du cancer. Et on ne sort pas indemne. Hein. Oui, je pense. Je pense que, tu sais, je tente d'être moi et d'être le plus sincère avec moi et avec le public. Et je pense que je suis pas le meilleur magicien, je suis pas le meilleur technicien, je suis pas le meilleur mentaliste, je suis pas le meilleur auteur. Mais je pense que les gens ressentent cette sincérité. Et quand ils ressentent cette sincérité, même si c'est imparfait, ça marche. Et j'ai toujours dit, puisque la perfection n'existe pas, tâchons d'être heureux sans elle. Et moi, je suis très heureux sans elle. Mais encore une fois, quand j'ai été par exemple juré de l'Incroyable Talent version belge, j'ai vu des techniciens incroyables. Et je m'en suis ennuyé. Et j'ai vu des gens qui n'avaient pas beaucoup de technique, mais qui étaient vrais. Et j'ai adoré. Donc le plus important, c'est ça, c'est être soi-même, c'est de ne pas être la copie de la copie de la copie, et c'est de transmettre son message de manière la plus authentique possible. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, il ne faut pas se prostituer pour que ça plaise. Dans Inspiration, j'ai écrit « Certains sont prêts à tout pour être dans la lumière et d'autres sont simplement lumineux, mais je préfère les gens lumineux ».